RCF, la joie se partage. La petite nouvelle retrouve Claude Boussard. Claude que j'accueille en direct dans le studio RCF. Bonjour Claude. Bonjour Annette. Dans la liste des bonnes résolutions pour 2020, il faudra que je veille à ce que notre nouvelliste bien connu mette son projet à exécution. C'est-à-dire rassembler dans un recueil de nouvelles toutes ces pages d'écriture partagées à l'antenne au fil des années. Et succès assuré. Donc au menu de l'émission d'aujourd'hui, le riche et le pauvre. Curieusement, c'est en plein été que Claude a écrit ce texte, anticipant sur Noël. Depuis quelques mois, je le gardais donc en réserve, mais le temps est venu de le partager et, qui sait, de le méditer aussi. C'est le temps de l'Avent, juste avant le 25 décembre. Les rues sont animées et les vitrines vous font de l'œil de leurs décorations scintillantes. Que de promesses de rire d'enfants quand ils ouvriront les paquets, que de désirs impératifs au détour d'une rue, à la vue d'un étalage si beau, si riche, avec la dernière petite merveille qu'il faut absolument posséder si l'on veut être à la page de son temps, enfin tout sauf ringard. Vous savez, ces petites machines qui vous permettent si bien d'unir les solitudes. Solitaires de tous les pays, unissez-vous sous la bannière de Mac ou de l'un de ses frères. Vous avez sans doute vécu un réveillon du 31 décembre. On se réunit entre amis, c'est bon d'être ensemble, de se réchauffer mutuellement, d'échanger nos ondes positives, de mesurer que l'on compte, communion d'amitié ou simplement de relations entre humains du même monde. Petit cercle sacré, où il fait bon vivre et faire semblant d'être heureux et ravi de partager ce moment unique, comme suspendu dans le temps. Le 31 décembre, à minuit, à moins une minute, c'est encore aujourd'hui, mais déjà hier quand sonne le premier coup ou le dernier coup de l'horloge, c'est demain. Mais un demain spécial, celui d'une autre année. Alors vient le temps des embrassades, des congratulations. Mais déjà les portables sortent des poches, non pas pour faire des photos, mais pour téléphoner à ceux qui ne sont pas là. Alors on peut observer ce mouvement de reflux comme si les participants se comportaient comme des ions de charge contraires et se repoussaient. On s'est réunis, mais le grand large nous attire, et nous ne sommes plus que des émetteurs et récepteurs, un peu quand même gênés par le bruit ambiant des autres émetteurs qui parlent trop fort. Puis vient le temps des cadeaux, curiosité, déballage, déception et interrogation sur le prix de vente sur eBay. Oui, l'être humain que nous sommes a tendance à choisir les cadeaux qui lui plaisent, car il n'a pas le temps de bien connaître l'autre et de réfléchir à ce qui pourrait lui plaire. Notre village est devenu le monde entier en attendant d'être sidéral et participer à notre sidération. Les victimes, oui, nous sommes des victimes. Les vitrines étaient, avec complaisance et un étalage de plaisir de la table, sous des lampes à basse consommation, qui sont bien les seules d'ailleurs en cette saison. Poissons rutilants, huîtres, foie gras, caviar, dinde, oies, chapon, fruits exotiques qui se rident des coûts de transport. Ah, c'est pas Noël tous les jours, et alors ça vaut bien quelques litres de pétrole en plus. Les guirlandes relient les façades des maisons à défaut des cœurs. Toute la rue clignote, scintille, les piétons marchent sous une voûte de lumière, les étoiles sont éclipsées, la fée électricité règne en maître. Le temps de la consommation est bien installé. Le consommateur consomme, les vendeurs séduisent et vendent, les modes se confirment, le temps file, on se presse, on se bouscule, on s'invective. Noël pèse sur la terre aux hommes de bonne volonté, cantique repris par les escouades de l'armée du salut, regroupés autour d'un chaudron géant, qui sait qu'il ne sera pas rempli et qui a le cœur à marée basse. Pendant ce temps, Marie et Joseph, dans leur étable, partagent eux le vrai bonheur qui vaille, adorer et veiller sur leur Seigneur. Dans le parking paysager d'une de ces belles boutiques, imaginez le plus beau spécimen des fidèles de cette célébration païenne. Jean-Ernest, la cinquantaine, portant beau, manteau en cachemire car il fait un peu frais en cet après-midi. La Rolle se répond docilement en s'illuminant comme un arbre de Noël et en émettant un gracieux bip. Devinant le souhait de son maître, le coffre s'ouvre en grand,
prêt à engouffrer les cadeaux et les victuailles. Voyons, il ne s'agit pas d'oublier ce cadeau ni un plat, mais au moment de se pencher pour déposer son présent dans cette bouche béante, qui me rappelle aller savoir pourquoi la gueule d'un dieu dévorant ses enfants, Jean-Ernest avise une forme accroupie sur le gazon du jardin. Il pose rapidement ses paquets et s'approche de la chose. La chose est un homme, pauvrement vêtu d'un blouson aussi maigre que lui. Cet homme est occupé à arracher des touffes d'herbe et à les ranger dans un sac en plastique. La chose est plaisante, s'amuse Jean-Ernest. Le jardinier aurait-il égaré ses outils, ou pire, se les serait-il fait voler? Ou serait-ce une nouvelle technique de jardinage écologique visant à ne pas traumatiser la végétation par un de ces appareils bruyants et gloutons en essence et généreux en dioxyde de carbone? Je parie bien que vous avez déjà fermé les fenêtres de votre bureau ou appartement, parce qu'un employé municipal traquait la feuille récalcitrante avec une soufflerie portable à dos d'homme, d'un bout de la rue à l'autre, tel un cosmonaute avec casque, protège-oreilles, les siennes, pas celles des voisins, ignorant le sceau, la merveilleuse efficacité d'un balai en fagot, nos cantonniers d'antan. Ah, le balai, la pelle et la brouette. Tiens, ça fera une jolie chanson. Jean-Ernest n'est à vrai dire pas surpris. Il est écologiste, de raison, de croyance, mais il pratique fort peu, le pauvre homme. Quand aurait-il le temps de pratiquer? C'est vrai, la vie domestique est gérée par ses domestiques, supervisée par Chantal, son épouse. C'est tout juste s'il a un coin à lui dans sa grande maison, peut-être un grand bureau, mais dont il doit défendre l'agencement devant les assauts répétés de sa femme de ménage, qui ne partage pas sa vision du rangement. Il serait bien en peine de dire combien la maison consomme en eau et électricité, ni quel est le volume des ordures. Ah si, il coupe soigneusement l'eau quand il se lave les dents, mais prend plaisir à déclencher l'arrosage automatique de son immense pelouse l'été. Ah, que voulez-vous, l'odeur fraîche du gazon mouillé le détend après le bureau. Mais revenons à notre affaire. Mais que diable faites-vous là, mon brave? L'hiver n'est pas le moment propice à la tonte de pelouse. L'homme tourna la tête vers cette voix qui l'interpellait. Jean-Ernest put voir son visage. Car il avait un visage. C'est une chose qu'il n'avait pas l'habitude de considérer chez le petit monde de la rue, quand il lui arrivait de marcher un peu. Il faut dire que pour lui, la marche voulait dire golf, randonnée en montagne. Alors la ville, du béton, du macadam, sans intérêt. Pas plus que les bipèdes. Il faisait partie du décor sans plus. Même si Jean-Ernest n'avait pas une passion affirmée pour ces étrangers qui ne sauraient être ses semblables, il était heureux que la rue fût animée. Rien de plus désolant que des rues vides, sans agitation. C'est d'ailleurs un peu le problème des beaux quartiers. Le visage de cet homme était, voyons, se dit Jean-Ernest, gris. Oui, c'est ça, gris. Un visage sans vie, sans chaleur, et surtout un regard sans espoir, un regard vide et peureux, comme s'il avait honte de se poser sur une personne de qualité. Et compte tenu de sa condition, tout autre que lui était de qualité. L'homme se redressa et retira son bonnet. « Faites excuse, monsieur, je ramasse de l'herbe. »« Mais je le vois bien, serait-ce pour vos lapins ?»« Non, monsieur, c'est pour ma famille. »« Enfin, ce n'est pas sérieux, vous vous moquez. Vous ne donnez quand même pas de l'herbe à vos enfants. Je sais que les jeunes en fument parfois, mais de là à en manger, je dis non, ce n'est pas raisonnable. »« Je sais, monsieur, mais je suis si pauvre. » Cet aveu de pauvreté émut Jean-Ernest. Cet homme avouait sa pauvreté, mais d'égal à égal, il s'était levé pour répondre. Il était grand, un peu voûté, mais avec une sorte d'élégance et de noblesse. Quelle avait été sa vie et comment en était-il arrivé à cette vie misérable? Jean-Ernest était charitable et après s'être enquis que ni les services sociaux de la mairie, ni les équipes de bénévoles ne pouvaient quelque chose de plus, il prit la décision qui s'imposait, et puis il trouvait cette situation insolite, proche du non-sens. Et le non-sens le mettait mal à l'aise. Il avait toujours conduit sa vie de façon raisonnable et logique. Ses parents étaient fortunés et lui avaient permis de faire de belles études, alors il avait travaillé, passé des concours, et logiquement, il avait embrassé de belles carrières, intéressantes et profitables, rien que de très logique. Sa situation lui avait permis de rencontrer une jolie jeune femme instruite, il l'avait épousée. Elle lui avait donné de beaux enfants qui étaient studieux et réussissaient en classe. Ils auraient plus tard des situations enviables, et tout ceci était logique. Il prit la seule décision qui s'imposait logiquement. Ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, Noël joyeux Noël.
Ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, Noël joyeux Noël. Ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, Noël joyeux Noël. Ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, ce soir je chante Noël, Noël joyeux Noël. Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de la petite nouvelle aujourd'hui, Le riche et le pauvre, une nouvelle écrite et lue, à deux voix d'ailleurs, lue par Claude Boussard. Il prit donc la seule décision qui s'imposait. « Venez avec moi, je vais vous aider. Allez, montez. En fait, quel est votre nom ? » ?»« Raoul, monsieur. Mais je vais salir vos sièges. »« Oh, c'est pas bien grave, Raoul. J'ai décidé de changer de voiture et la nouvelle me sera livrée pour ce soir. Joli cadeau, n'est-il pas ? » Et les voilà partis, la Rolls glissant sur la chaussée comme le traîneau du Père Noël. Au moelleux des fauteuils en cuir, le pauvre Raoul imaginait les victoires qui l'attendaient. « Monsieur, c'est que je ne suis pas seul, j'ai une femme à nourrir. »« Bien sûr. Et 5 enfants. Ah, les enfants, quel cadeau du ciel. Rien n'est plus beau que la famille, vous verrez. Il y en aura pour vous tous. Vous savez, Raoul, c'est le ciel qui vous a mis sur ma route. Vous me permettez de vous replacer. Noël à sa vraie place. L'amour à partager entre nous et la priorité à donner à ceux qui sont dans la peine. Grâce à vous, ce soir, je vivrai une messe de minuit de façon plus intense que d'habitude. Je pourrai offrir une bonne action au Seigneur et une bonne action vers un étranger dont on n'attend rien en retour. C'est cela qui est beau. Vous savez, vous me donnez envie de relire l'Évangile, Raoul. Merci, Raoul. Tout ceci était merveilleusement logique. Le riche gagne de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir aider le pauvre. Il appliquait la théorie du ruissellement, dont le concept philosophique le séduisait. Tandis que Jean-Ernest téléphonait à sa femme pour la prévenir de son retour, Raoul s'assoupit, d'autant que la chaîne stéréo diffusait en sourdine des chants de Noël. Il rêvait. Il s'assoupit quelques minutes, et quand il rouvrit les yeux, la limousine pénétrait dans l'allée d'un grand parc, avec tout au bout une maison qui lui paraissait un château. La maison était illuminée, et de magnifiques guirlandes qui couraient sur la façade et qui encadraient les fenêtres. Un Père Noël translucide conduisait un traîneau étincelant. Jean-Ernest lui ouvrit la porte de sa belle maison. Sa femme Chantal l'attendait entourée de ses enfants. « Je vous présente Raoul, un ami dont je viens de faire la connaissance. Nous avons discuté en venant, et vous savez qu'il partage les mêmes idées que moi sur le message de l'Évangile. C'est extraordinaire. À son contact, on se sent meilleur. » Chantal poussa ses enfants devant elle. « Allez, embrassez Raoul. Avez-vous des enfants, Raoul ? » ?»« Oui. Ah, comme c'est merveilleux. Mais je manque à tous mes devoirs. Venez vous asseoir dans le salon, nous y serons plus à l'aise. » Le salon était accueillant, meubles précieux, bibelots raffinés. Une cheminée digne d'un petit château dévorait des bûches immenses et répandait une douce chaleur. Chantal tapota le coussin du divan pour inviter Raoul à s'y asseoir à son tour. Il obéit en se tenant très droit sans oser se caler sur le dossier. « Détendez-vous, nous sommes entre amis. Ernest me dit que vous avez 5 enfants. C'est merveilleux. Travaille-t-il bien à l'école ? Vous savez, c'est très important l'école. Nous veillons à ce que les enfants suivent les meilleurs cours dans la meilleure école. Ils sont à l'école de la nativité. Les professeurs y sont excellents et la directrice exerce une discipline ferme mais bienveillante. D'ailleurs, une part importante est réservée à l'enseignement religieux. C'est fondamental, car ni Jean-Ernest, en raison de ses affaires, ni moi-même, qui suis dévorée par mes activités mondaines, n'avons beaucoup de temps à consacrer à la pratique religieuse. Nous sommes chrétiens de cœur et nous compensons notre manque d'assiduité par un soutien matériel à notre église paroissiale. Le père Étienne a table ouverte chez nous, un saint homme à l'esprit très ouvert sur le monde. Il nous le dit souvent, chacun sa mission. Certains prient, d'autres sont sur le pont pour faire avancer la machine. Vous savez, nous aimerions bien nous poser, laisser filer l'agitation du monde et nous recentrer sur l'essentiel, mais la vie commande et c'est difficile d'échapper à sa condition. Raoul pensa qu'effectivement c'était difficile d'échapper à sa condition. Cela ne lui aurait pas déplu, il se surprit à sourire, il en fut étonné, car il ne pensait pas en être capable. Il avait vécu tant de galères.
Chantal continuait. C'est pour cela qu'il faut investir sur l'avenir. Seul l'avenir est important puisqu'il conditionne la vie de nos enfants. Il est important de leur donner la meilleure éducation, les meilleurs professeurs afin qu'ils soient prêts à être les meilleurs. Les parents qui ne comprennent pas cela sont de mauvais parents. Elle se tut en attendant un assentiment empressé de Raoul. Celui-ci, installé dans un canapé moelleux devant un bon feu de cheminée, souhaitait que le présent se prolonge encore un peu. Il voyait son avenir proche quand il rentrerait chez lui. Et il n'était pas pressé de le retrouver. Cet avenir qui était un présent qui n'en finissait pas de durer, de 2 pièces dans une banlieue lépreuse où il avait trouvé refuge quand il fut expulsé par un huissier au doux nom de maître Bonaventure. La vie par moments a de l'humour, la bonne aventure qu'il la vivait depuis le printemps. Le printemps, belle période où, pour expulser, le retour des jours plus clément, où il gèle quand même le matin. Si seulement cette femme pouvait se taire et le laisser profiter de ces quelques minutes de douce chaleur. Les riches, ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir froid, ou plutôt si. Après une belle randonnée de ski à Courchevel, mais c'est curieux comme le froid volontairement recherché est moins cruel que celui qu'on subit au coin d'une rue, sur un trottoir. Surtout si l'on a bien déjeuné avant de partir. Et dans quelle école sont-ils, vos enfants? Raoul sembla se réveiller. École de la rue, madame, de la rue. Ah, je ne connais pas. C'est une école confessionnelle? Enfin, c'est une école de la vie. On place les enfants le plus possible en conditions réelles de la vie. Ils peuvent ainsi se développer les réflexes d'attaque et de défense qui sont utiles si l'on veut se faire une place au soleil. Vous savez, les chances ne sont pas également partagées. Chantal lui mit la main sur le bras. Vous avez 1000 fois raison, cher Raoul. D'ailleurs, je dis souvent au père Étienne que son éducation enferme un peu nos enfants dans un milieu privilégié. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il tient compte de notre condition sociale, et comment le lui reprocher? D'ailleurs, notre condition est le fruit du travail de nos parents et de Gérard Ernest. Pourquoi nous le reprocher? Les gens sont si vite envieux et médisants. Tout le monde peut arriver. C'est une question de volonté et de travail. Raoul aurait bien étranglé cette dinde et lui voué un destin analogue à la malheureuse objet du soin attentif de la cuisinière. Mais une autre réflexion occupait ses pensées. Il se demandait comment allait finir cette comédie. Il avait imaginé cette histoire du pauvre père de famille qui arrache de l'air pour nourrir ses enfants. Il avait pensé que c'était un moyen astucieux pour s'attirer la compassion de ses semblables. Et cela avait plutôt bien marché. Ce grand imbécile de Jean Ernest l'avait pris en pitié et l'avait conduit chez lui. Il était dans un salon confortable d'une splendide maison. Une bourgeoise chic bon genre semblait s'intéresser à lui et à l'école de ses enfants qu'il avait inventée. Il faudrait quand même leur trouver des prénoms, car la conversation risquait de se faire plus intime. Il était assez content de son arnaque qui s'avérait efficace et surtout bien moins risquée que le faux accident où l'on fait semblant d'être heurté par une voiture. Il faut du sang-froid et de l'agilité pour éviter l'aile ou le capot. Penser à donner un coup de poing dans la carrosserie pour simuler le bruit du choc, avant de se rouler à terre en proie à d'horribles souffrances. C'est quand même assez sportif. Et l'âge venant, il avait fallu trouver autre chose. Une de ces simulations l'avait entraîné un peu loin. Habituellement, il se contentait de l'argent que le conducteur, qui se croyait fautif, était heureux de débourser pour stopper tout de suite délicate. Quand le pigeon se sent dans son tort, il est assez réactif et verse assez tôt dans le compromis financier. Mais un jour, cela avait pris trop d'ampleur. Avait-il trop bien joué son rôle? La conductrice, âme sensible et peut-être effrayée par ce qu'elle croyait être sa maladresse, tint absolument à appeler pour les secours. Il fut heureusement victime d'un malaise vagal qui lui donna à sa comédie un air de vérité, ce qui lui permit de sauver la face. Il passait en revue les autres sources de revenus. Les sorties d'église ne sont pas d'une forte rentabilité, et puis la concurrence est rude. Il s'était fait souvent rejeter par ses compagnons d'infortune. Le petit monde des pauvres n'est pas plus tendre que celui des nantis. Le métro, pas vraiment non plus, car souvent il ne restait plus que des endroits en plein courant d'air. Pas possible l'hiver, non, c'est pas possible. Non, ce qu'il fallait, c'était quelque chose qui fût insolite et qui attire le regard par son originalité. D'abord, pas la manche agressive qui rebute le bourgeois et le rend prompt à repousser l'intrus. L'humour peut parfois être payant, comme de promener une épuisette sous le nez du passant. Il avait essayé aussi la fausse évangélisation, il empruntait dans les églises des prospectus de retraite et de pèlerinage, et les distribuait aux passants en s'enquérant de leur vie spirituelle et en vantant les grâces de ces pèlerinages et formations, et ce que ça pouvait procurer. « Cette année, je ne pourrais pas faire cette retraite, et pourtant, si vous saviez comme ce sera une grâce pour moi, j'avais une situation tellement difficile. » Si le pigeon Cato s'arrête et écoute, on a peut-être une chance d'obtenir un petit billet, ou au moins une pièce. Soyez assurés de mes prières.
Chantal se leva et dit à Raoul. « Je vous inviterai bien ce soir au repas, mais nous sommes 12. Et ma mère est superstitieuse et ne supporte pas que nous soyons 13. Et il est un peu tard pour trouver un autre pauvre. » Raoul pensa. Donne-moi une demi-heure de ton mari comme chauffeur, et tu te ramèneras une demi-douzaine de pauvres. Chantal continua. Je vous emmène à la cuisine, nous allons vous donner quelques provisions. Sur un immense fourneau, des casseroles mijotaient des merveilles de plats aux fumées prometteurs. 2 cuisinières s'affairaient sans un regard pour Raoul, qui faisait un peu tache dans ce décor étincelant et odorant. Les yeux de Raoul faisaient un balai incessant entre le pâté en croûte dans sa robe de gelée et le plateau d'huîtres sur son lit de glace. Lorsque Georgette, la cuisinière, ouvrait la porte du four, un terrible et délicieux fumet de dinde rôtie enveloppait Raoul. Son cerveau n'était plus qu'un immense nez palpitant aux suaves effluves. Son estomac manifestait bruyamment son plaisir anticipé. Des vins fins chambraient doucement à l'écart. Jean-Ernest tira de sa rêverie, prit un grand sac, ouvrit la fenêtre et dit « Voyez, mon bon Raoul, j'ai un grand parc et une pelouse de 3 hectares. Vous avez là de quoi nourrir toute votre famille. » Et il le poussa dehors et referma la porte vitrée. En se retournant vers Chantal. « Oh, je le laisse rentrer à pied, l'herbe n'est pas très lourde, et puis il est temps de nous changer. » Il prit Chantal par les épaules et l'embrassa sur les joues. « Quel bonheur de faire une bonne action! Comme on se sent bien après, en paix, ne trouves-tu pas, ma chérie ?» Raoul ne sut jamais si Jean-Ernest et Chantal étaient des imbéciles ou des pervers. Il n'est pas interdit d'être les deux, mon cher Raoul. Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Mon petit, amuse-toi bien en regardant, mais surtout ne touche à rien en regardant de loin. Le Noël de la rue, c'est le froid de l'hiver, dans les yeux grands ouverts des enfants de la rue. Ainsi se termine aujourd'hui, sur cette chanson d'Édith Piaf, Noël dans la rue, la petite nouvelle concoctée par Claude. Claude que je remercie beaucoup, ainsi que Stéphane à la technique, bien sûr. Et Claude qui reviendra en 2020 avec d'autres textes, d'autres petites nouvelles. Juste un mot sur l'inspiration, Claude. Comment faites-vous pour, à chaque fois, trouver des idées et des sujets tellement différents? Ben, je crois que les sujets sont donnés par l'actualité, parce que il y a des pauvres dans les rues, on les voit. Il y a des riches imbéciles, on les voit. Il y a des riches gentils aussi. Oui. Il y a des chrétiens qui sont bien, puis d'autres qui sont un petit peu pervers. Que vous égratignez, là. Que j'égratigne, oui. D'accord. Parce que ça fait du bien de s'égratigner, quand même. D'accord. Ça fait circuler le sang. Mm-hmm. Voilà. Presque méchant, quand même, non? Bah, quand vous avez des dindes comme Chantal, je pense qu'il faut être un peu méchant. On a le droit d'égratigner les dindes. On a envie de les mettre au four, quand même. Oui, d'accord. Eh bien, donc, rendez-vous en 2020. Et puis, Stéphane, de toute façon, m'accompagnera encore et longtemps dans les petites nouvelles et dans celles que je vous lirai la semaine prochaine. Donc, on termine juste la fin avec Édith Piaf, à Noël dans les rues. Collant aux vitres leur museau, tous les petits font le gros dos. Ils sont blottis comme des Jésus que Sainte Marie aurait perdu. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. Ils s'en vont reniflant, ils s'en vont les mains vides.
nez en l'air et cherchant une étoile splendide. Mon petit, si tu la vois, tout en marchant, chauffe-y tes petits doigts, tout en marchant bien droit. Le Noël de la rue, c'est au ciel de leur vie une étoile